Et c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue à cette session sur SLES 16, donc sous Linux Enterprise Server 16, qui va donc regrouper un certain nombre d'informations passionnantes sur cette nouvelle mouture de notre OS, on peut appeler ça comme ça. Aujourd'hui, donc, on a l'immense honneur d'avoir Frédéric Crozat, donc, qui est... Oui, je t'avais dit que je t'enverrais des fleurs. Qui est architecte produit donc, sur SLES 16 et qui parle français, donc c'est pas mal pour nous, puisqu'on n'aura pas à faire un peu de traduction de l'anglais vers notre langue maternelle. On patiente encore quelques secondes, une petite minute. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de se connecter. Donc voilà, la salle d'attente se remplit. Un petit point organisation et questions aussi. Donc dans votre client GoToWebinar, vous avez un petit chat dans lequel on peut vous dire bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous mettre un petit message. Par contre, vous ne pouvez pas écrire dans le chat général. Par contre, toutes les questions que vous avez, il n'y a pas de mauvaise question d'ailleurs, il y a un petit bouton question. Donc vous verrez dans votre client, il y a une petite bulle carrée avec un point d'interrogation à l'intérieur. C'est la section questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. Moi, je serai tapis dans l'ombre pour essayer d'y répondre et tout ce que je ne connais pas ou quand on a besoin de précision, voilà, je verrai pour ne pas interrompre Frédéric, mais peut-être entre la petite partie présentation ou démo ou au moment opportun, j'essaierai de regrouper les questions pour qu'on y réponde. Voilà, donc vous impatientez pas si on ne répond pas immédiatement. Des fois aussi, les questions, on y répond un petit peu plus tard dans la présentation. Donc normalement, vous devriez avoir déjà une bonne base pour comprendre ce que c'est SLES 16 et ce qu'on veut faire avec cette OS. Je pense qu'on est pas mal, 11h02, on ne va pas perdre plus de temps sur ce blabla. Et puis, on est parti. Donc, je te passe la main, Fred, et je vous dis à tout de suite dans les questions, n'hésitez pas. Merci Benoît. Donc, bonjour à toutes et à tous. On va passer un petit peu moins d'une heure ensemble pour que je vous présente SLES 16, la nouvelle version majeure de l'OS de chez SUSE. Alors, voilà, donc je suis Frédéric Crozat, je suis architecte produit sur SLES 16. Je vais vous présenter la nouvelle version de SLES, qui est sortie en novembre dernier. Et donc, comme l'a dit Benoît, n'hésitez pas à poser vos questions, on prendra le temps d'y répondre. Peut-être pas immédiatement quand vous les posez, mais on prendra le temps durant la présentation. Alors, une petite précision, la présentation est en français, donc je vais parler français. Par contre, les slides sont en anglais. Mais si jamais il y a des petits soucis ou pareil, vous n'hésitez pas. Bon, ça, c'est juste le petit topo pour dire que tout ce qui est dit, c'est des informations générales. Alors, de l'agenda pour aujourd'hui. Donc, un petit peu la vue assez haut niveau. Ensuite, on va parler de la roadmap, donc des différentes versions, les sorties, quand est-ce que vous pouvez vous attendre à avoir des nouvelles versions, etc. Et puis, le gros du sujet, ça va être les nouvelles fonctionnalités, tout ce qui est nouveau, tout ce qui change dans SLES 16. Je vais un petit peu vite sur cette partie-là parce que ce qui est important, c'est quand même la partie technique. Donc, SLES 16, son nom l'indique, c'est le successeur de la version 15 de notre OS, de SUSE Linux Enterprise. On change un petit peu, on améliore un petit peu le cycle de vie et on fait en sorte que le cycle de vie des différentes piles logicielles au sein de l'OS puisse être beaucoup plus flexible. Donc ça, on va en parler. Au niveau des grosses deadlines, des gros jalons à venir dans les prochaines années, vous êtes tous au courant qu'en 2038, on a un petit quelque chose au niveau des systèmes d'exploitation Unix, qui est
on repasse à 0 puisque les champs pour stocker les dates étaient initialement sur 32 bits et donc et c'était stocké en secondes depuis 32 bits. Donc on va passer au-delà de ça. Donc ça va faire des dépassements au niveau de ces champs-là. Et donc tous les OS 32 bits et toutes les applications 32 bits vont avoir des problèmes au-delà de 2038. Et donc pour un OS entreprise tel que SLES, c'est quelque chose qui est très important et c'est quelque chose qu'il faut commencer à prévoir dès maintenant. Donc, SLES 16 est compatible pour après 2038. Donc, vous pouvez dès à présent baser vos utilisations d'OS sur SLES 16. Vous êtes tranquille pour cette partie-là. Donc, on va parler des choix techniques qui ont été faits en fonction de l'évolution du marché, de ce qui nous est revenu de la part à la fois des clients, de vos clients et de nos partenaires techniques. On a mis à jour une bonne partie, enfin la totalité de toute la pile logicielle, du kernel en passant par, je ne vais pas tout lister, il y a une petite liste un petit peu plus loin, mais tout a été mis à jour par rapport à SLES 15. On a amélioré la sécurité, on va en parler. Et on a amélioré et changé aussi la façon de déployer et de manager l'OS. Et puis, on a fait un petit peu de ménage parce que c'est quelque chose dans les OS entreprises qu'on ne fait pas trop souvent, bien entendu, puisque vous attendez à avoir quelque chose qui soit stable où tout ne change pas sous vos pieds toutes les 5 minutes. Mais de temps en temps, c'est quand même bien de faire un petit ménage de printemps. Donc là, on a fait quand même un petit ménage de printemps. Avec SLES 16, il y a des technologies qui sont abandonnées. Donc, on va en parler. Donc, qu'est-ce qui change en gros à haut niveau entre la version 15 et la version 16? Donc, qu'est-ce qui ne change pas, on va dire d'abord, pour évacuer le sujet. Bon, tout ce qui est vos workloads, vos applicatifs, ils peuvent continuer de tourner, que ce soit en package, que ce soit distribué avec des tarballs, donc directement sur l'OS, que ce soit des conteneurs, que ce soit des machines virtuelles. Ça, c'est tout. On continue à le supporter. Au niveau des OS qu'on propose, il y a toujours SLES qui est notre OS, on va dire, multi-outil, hein, qui fait tout. On a la version qui est un peu plus tunée pour les applications SAP, SLES for SAP. Et dans SLES for SAP, ça inclut en fait SLES et l'extension haute dispo. Au niveau support matériel, les architectures, c'est un petit peu la même chose qu'avant, qu'avec la 15. Donc pour SLES, on supporte ARM, on supporte Power, on supporte System Z, les mainframes d'IBM, et on continue de supporter le x86-64, bien entendu, Intel AMD, avec une petite nuance, on en parlera tout à l'heure. La petite nuance, c'est juste que les très vieux processeurs de x86-64 ne sont pas supportés, il faut des processeurs dits de classe 2. Ça veut dire que déjà tous les processeurs qui ont moins de 10 ans, il n'y a aucun problème. Si vous avez vraiment du vieux matériel, mais qui est en 64 bits là, ça ne va pas être supporté. Et pour SLES for SAP, on supporte Power 64 et un x86-64. Qu'est-ce qui change? Alors là, c'est plus ça qui est intéressant. Ce qui change, c'est au niveau de la durée de support d'une version, on est passé à 2 ans. Avant, pour ce qu'on appelait les service packs pour la 15, on était sur un support de 1 an avec un overlap de 6 mois. Donc, on était pour vous permettre de passer d'une version à la version suivante. Donc là, chaque version mineure de SLES est supportée 2 ans et avec du LTS qui est optionnel pour 3 ans. Pour SLES pour SAP, là, on est à 5 ans pour chaque version mineure avec un support de 2 ans et en fait le LTS qui est inclus directement. Donc, on a les 5 ans, un bundle de 5 ans. Donc, pour les personnes qui sont déjà utilisatrices de SLES, avant, on parlait de service pack.
parler du Service Pack 1, Service Pack 2. Là, le Service Pack 7 est le dernier qui est sorti. On a changé le nommage. On appelle ça maintenant des versions mineures. Donc, on ne parle plus de SLES 15 SP7, par exemple. On va parler de SLES 16.0, 16.1. C'est juste une convention de nommage qui change, hein, la techno. Rien ne change au niveau technologique. Mais c'est simplement que ça a été plus clair. C'est plutôt ce qui est maintenant utilisé dans l'industrie. Donc, on est parti là-dessus. Au niveau de la cadence, là, on a simplifié. Ça sera toutes les années en novembre. Donc, vous saurez que tous les ans, en novembre, vous avez votre version mineure de SLES qui sort. Donc, cette année, en novembre, enfin l'année dernière, en 2025, c'était la version 16.0. En 2026, en novembre 2026, vous aurez la 16.1 et ainsi de suite. Voilà, donc on va parler de tout ce qui, au niveau technique, ce qui change un petit peu plus tard, et 2038, on a déjà parlé. Donc voilà la roadmap de ce qui est à venir. Donc en 2025, novembre, est sortie la version majeure 16.0. À partir de, donc, en novembre 2026, donc 16.1 sortira. On peut déjà vous dire qu'il y aura la fusion d'un autre produit de chez SUSE, qui est SUSE Linux Micro, qui était un produit séparé. Donc, ça va être fusionné dans SLES 16.1. Et donc, vous aurez la possibilité d'installer une SLES soit en mode, on va dire, traditionnel, soit en mode immuable. Donc, ça, on reviendra là-dessus à partir de novembre prochain. Et il y aura également le kernel temps réel, RT, sera aussi disponible en option. Donc ça, c'est prévu pour 2026, fin 2026, novembre, et puis en 2027, fin novembre, en novembre 2027. Pour l'instant, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on prépare, on prévoit d'avoir le support pour l'architecture RISC-V en technologie preview. Voilà, et donc, vous voyez bien sur le petit graphe, donc les 2 ans de support pour support général pour chaque version mineure et 3 ans optionnels de LTS. Voilà, et donc en 2032, bon, c'est pas pour tout de suite, on prévoit la sortie de SLES 17. Voilà, on avance. Alors maintenant, on va parler, moi, ce qui plutôt m'intéresse, la technologie. Donc, d'abord, le management de système, comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Alors, comment est-ce que nos caméléons vont gérer ça? Ou du moins, vont vous aider à gérer SLES. Donc, d'abord, parlons un petit peu de qu'est-ce qu'il y avait dans SLES 15. Dans SLES 15, pour les personnes qui ont déjà utilisé, on avait YAST, qui était à la fois, qui était un peu le couteau suisse SUSE, qui faisait un peu de tout. C'est-à-dire, ça servait pour faire l'installation, que ce soit l'installation manuelle ou l'installation totalement automatique et scriptée. Ça servait pour faire la configuration du système, ça servait pour faire le management, ça faisait tout, absolument tout. Et le problème, c'est que quand on veut tout faire, des fois, on ne fait pas tout forcément parfaitement. Et ça devient un peu compliqué à maintenir sur le long terme. Donc, avec SLES 16, on a décidé de séparer les choses. Donc, ce que YAST, on avait un YAST qui faisait absolument tout, et là, on est parti sur des choses bien séparées. C'est-à-dire, pour la partie installation, déploiement, on a développé un nouvel installeur qui réutilise sous le capot une partie des technologies de YAST, hein, mais un nouvel installeur qui s'appelle Agama, on va en parler. Ensuite, pour tout ce qui est management à distance, du management one-to-one, donc une machine par machine, on va avoir Cockpit. Et pour tout ce qui est configuration management, on va avoir ce qu'on propose par défaut, c'est Ansible. Voilà. Donc ça, c'est le gros changement, on va dire, entre la version 15 et la version 16. Donc, ce qui veut dire que
pour le déploiement, donc avant, en 15, on avait YAST et en particulier AutoYAST qui était utilisé pour faire le déploiement one-to-one. En fait, en 16, on sépare bien la partie déploiement de la partie exécution ou management une fois que c'est déployé. Donc, vous avez le choix au niveau du déploiement, soit vous utilisez l'installeur avec Agama, soit vous utilisez, on a des images toutes faites, ça c'est plutôt utilisé pour des machines virtuelles. Donc, vous pouvez directement copier l'image sur un système. Et au premier démarrage, après, dans ce cas-là, ça va utiliser des outils de type ignition, pardon, à vouloir trop traduire, ignition, combustion ou cloud init dans le cloud pour finir la configuration du système. Ou sinon, ça, on va le faire aussi avec Agama qui va faire le déploiement minimal, c'est-à-dire tout ce qui est partitionnement, le bootloader, l'authentification. Et puis après, par-dessus, on va utiliser ignition, combustion ou cloud init. Et après, encore par-dessus, pour le management, on peut utiliser du config management, que ce soit Ansible ou Salt. Et puis, on a aussi OpenSCAP et Cockpit. Ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Donc, Agama, ça c'est important. Le nouvel installeur de SUSE. C'est un installeur qui peut, contrairement à YAST, l'installeur de SLES 15, vous pouvez y accéder depuis n'importe quel navigateur web. Donc, quand on lance l'installeur directement, on ne voit pas vraiment, mais en fait, on est directement dans un Firefox en local, mais on peut y accéder à distance. Et ça pourrait même marcher si vous utilisez votre téléphone pour piloter votre installeur. Donc, ça permet d'avoir un déport de l'interface d'installation. Puis, ça permet aussi d'avoir un design qui est un peu plus intuitif, un peu plus moderne par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Il y a tout un ensemble d'API qui peuvent même être pilotés directement. C'est des API REST. Et en fait, on réutilise une partie du code de YAST sous le capot et petit à petit, on est en train d'améliorer ça. On utilise beaucoup de Rust pour la partie, pour la réimplémentation d'une partie de l'installeur, donc ce qui permet d'être beaucoup plus sécurisé au niveau mémoire, au niveau sécurité. Voilà. Donc, ce qui avant était l'installeur et AutoYAST, maintenant, toute cette partie-là, c'est géré par Agama. Donc, on a toujours une séparation. D'abord, on a l'installation initiale et ensuite, on a la configuration au premier démarrage. Cette configuration au premier démarrage, maintenant, c'est plutôt géré par, que ce soit les CMS de type Salt ou Ansible. Donc YAST, c'était un petit peu un couteau suisse, comme je disais, qui pouvait un peu trop faire, et donc ça devenait très compliqué à gérer. Et puis si on voulait avoir quelque chose de un peu plus au goût du jour au niveau des interfaces web ou encore en ligne de commande, ça devenait très difficile. Avec Agama, on n'a plus ces problèmes-là. On peut toujours faire des installations tout automatiques, tout automatisées avec des profils. Donc, on supporte en partie les profils AutoYAST qui étaient avant du XML. Maintenant, on utilise du JSON ou JSONNet, une extension de JSON, où on peut utiliser des simples scripts shell. Je vais faire une petite démo d'Agama. Alors, c'est un enregistrement d'une installation que j'ai fait il y a quelques temps. Donc, je vais lancer la vidéo et puis, en fait, je vais mettre en pause pour vous expliquer rapidement. S'il y a des questions, je ne sais pas, Benoît, n'hésite pas à intervenir. Ouais, il y avait juste une petite question pour ceux qui utilisent Multi-Linux Manager, anciennement SUSE Manager, pour gérer le patching et autres de leur système Linux. SLES 16 devrait être disponible comme client supporté dans la 5.1.2 et donc il devrait sortir mi-février. Voilà, donc ça devrait plus tarder. Voilà.
C'est bien parce que tu connais mieux ces dates-là que moi. Donc, c'est parfait. Je me suis renseigné entre-temps. À peu pressé. Donc, je vais changer d'onglet. Le temps que je change d'onglet, je crois qu'on avait un petit sondage pour savoir si vous utilisiez déjà Suze, SLES, et sinon, voilà. Allez-y, vous avez le droit de cliquer pendant ce temps-là. Moi, ça me permet de changer d'onglet. Alors, on a dit Gamma. Voilà. Toc, toc, toc. Hop, ça y est. C'est bon. Ben voilà, on a à peu près, allez, on va dire, on a 62% qui utilisent déjà SLES et 38% qui n'utilisent pas encore SLES. Alors, voilà. Donc, là, on est passé sur la vidéo. Donc, je reviens. Donc, on va démarrer l'installeur. On va démarrer à Gamma. Donc là, je saute allègrement la partie démarrage. Voilà. Donc, on ne voit pas trop. Ça se devine, mais pas vraiment. C'est que là, on est dans un navigateur web. En fait, on est dans un Firefox qui est en plein écran. Et on va choisir on va démarrer notre installation. Donc d'abord, on va choisir quel OS on veut installer. Alors, je suis désolé. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc là, il y a une petite analyse du système. Alors, je suis désolé, la vidéo est en anglais. Hop, je mets un petit peu en pause et j'explique. Donc là, on va installer une SLES 16. Déjà, il y a du travail qui a été fait. Il propose déjà ce qu'il va faire. Et puis, on a toute la partie sur la gauche où on a les différentes catégories, sections de l'installeur. On peut aller pour customiser un petit peu l'installation par défaut. Donc, là, dans la vidéo, j'ai volontairement, donc on peut changer la langue, désolé, ça, on va rester en anglais pour cette démo, mais on peut changer la langue et le clavier. Ensuite, on peut mettre un nom d'hôte différent, c'est ce que j'ai fait. On va s'enregistrer ou pas sur le SCC, donc le SUSE Customer Center, pour pouvoir bénéficier des mises à jour. Donc, je mets un petit peu en pause. Si vous utilisez RMT ou Multi-Linux Manager, c'est là où vous allez mettre les infos. Ensuite, la partie réseau, donc par défaut, ça détecte automatiquement le réseau disponible. Si vous utilisez du Wi-Fi, bon, là, vous pouvez le configurer. Et vous pouvez aussi, pareil, modifier aux petits oignons votre configuration réseau si le DHCP n'était pas suffisant. Donc là, je ne vais pas trop... je montre juste un petit peu ce qu'on peut faire, mais voilà, je ne fais rien de beaucoup plus. Au niveau, voilà, je mets en pause. La partie partitionnement, donc par défaut, on propose, là c'était une VM qui était un peu plus petite, donc là la totalité du système était en BTRFS. Si vous mettez beaucoup plus d'espace disque, là il va y avoir un partage entre l'OS qui va rester en BTRFS par défaut et la partition Home qui va être en XFS. Bien entendu, si vous le désirez, vous pouvez utiliser XFS ou X114 pour la partition route. Nous, on conseille quand même BTRFS parce que vous bénéficiez de Snapper, des fonctionnalités d'instantané de Snapper qui permettent de revenir en arrière si jamais il y a quelque chose qui ne va pas pendant une mise à jour de votre système, tout ça. Donc, voilà, nous, on continue à utiliser activement BTRFS et Snapper. Voilà, donc là, on peut voir un petit peu tout ce qui va être fait. On peut, alors ça c'est une nouveauté de SLES 16, on peut utiliser l'encryption en totalité du disque. Donc ce qui va se passer, c'est que dans ce cas-là, sur du matériel Intel AMD, par exemple, ça va se lier à la puce TPM qu'il y a sur la carte mère du système pour stocker des clés pour être capable de déchiffrer automatiquement le disque dur du système. Parce que c'est bien de faire du chiffrage,
Le seul problème, c'est qu'il faut pouvoir rentrer les clés, la passe-phrase au démarrage. Et donc, quand vous êtes sur un data center, forcément, c'est pas très pratique. Vous n'allez pas aller tous les jours, si vous avez besoin de redémarrer votre système, d'avoir quelqu'un de vous connecter en remote sur votre data center. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on est capable de stocker des clés liées à votre système dans la puce TPM sur la carte mère. Donc, au démarrage, si on détecte que l'OS et la carte mère n'a pas changé, on va être capable de déchiffrer automatiquement, d'ouvrir le système, l'OS. Et si ce n'est pas le cas, par exemple, quelqu'un a subrepticement volé les disques durs de votre OS et essaie de le démarrer ailleurs, dans ce cas-là, il n'y a pas de décryption automatique et là, il faut rentrer les clés de chiffrage. Donc, voilà. Ça, c'est une des nouveautés de SLES 16. Donc, voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai juste, en fait, ouvert un petit peu la liste de tout ce qui va être fait par l'installeur. Donc là, il va nettoyer le système, l'OS, le disque dur, et tout recréer pour avoir un disque propre. Donc là, c'était un petit peu ce que je voulais montrer. Au niveau de la sélection des packages, donc par défaut, on installe SE Linux, je vais revenir. Mais c'est là où on va être capable de choisir, non pas comme c'était possible en SLES 15, on pouvait choisir soit les patterns, les groupes de packages, ou les packages individuellement dans l'interface graphique. Là, on est parti, on a voulu simplifier. On considère que le choix de chaque package individuellement dans une interface graphique de l'installeur, c'est un petit peu, c'est pas un cas d'usage fréquent. En général, des retours qu'on a, les personnes qui utilisent l'installeur en mode comme ça, en mode graphique manuel, ils veulent des groupes de packages. Et après, ils vont plutôt personnaliser leur système, ou alors ils vont faire un déploiement tout automatique. Dans le déploiement tout automatique, dans le profil, là, ils vont sélectionner ce qu'ils veulent. Donc là, c'est un petit peu les groupes de packages qu'on peut choisir uniquement dans l'installeur graphique. Agama en mode graphique, bon, on a quand même un certain nombre de choses. Donc là, j'avais choisi une stack lamp et puis cockpit pour le management. On peut choisir installer la gestion des... Hop, alors je reviens, je parle trop vite, je parle trop, l'installeur va un petit peu trop vite. Donc voilà, hop, voilà, donc ça c'est fait. Et dans la partie authentification, donc on propose de, bien sûr, mettre pour un mot de passe pour route ou une clé SSH et de créer un premier utilisateur. Ça, voilà. Donc là, je vais créer mon premier utilisateur. Hop, hop, hop. Voilà. On va aller un petit peu vite. Donc là, volontairement, j'ai mis un mot de passe très un peu sécure, donc l'installeur n'est pas trop d'accord, mais je lui ai dit quand même, tu vas le faire. Et pour le route, donc on peut copier directement une clé SSH ou mettre un mot de passe. Voilà. Alors, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on a intégré la clé SSH directement. Ça, c'est important. Je crois que je l'ai un petit peu plus loin dans les slides, mais je préfère le dire dès maintenant. Par défaut, en SLES 16, l'authentification par SSH pour le mot de passe, pour le compte route, n'est pas possible avec un simple mot de passe, pour des raisons de sécurité. Donc, il faut utiliser une authentification avec une clé. C'est possible de changer cette configuration par défaut, mais la configuration par défaut, on préfère maintenant avoir une configuration par défaut plutôt sécurisée. C'est quelque chose que notre équipe sécurité voulait absolument pour la version 16. Donc, on vous conseille de garder cette configuration par défaut. Voilà, donc on va avancer un petit peu. Donc là, le déploiement se fait. Donc là, je vais sauter allègrement, parce que ce n'est pas très intéressant. Hop, hop, hop. Donc on a tout qui se déploie. Hop, voilà, donc il finit la configuration. En gros, il configure le bootloader, ce genre de choses. Et il va redémarrer. Hop, et là, et bien voilà, ça y est, on a notre SLES 16 qui est démarré. Et on va à la fin avoir
GDM, donc GNOME, si j'ai bonne mémoire, voilà. Là, on pourrait commencer à travailler. Donc là, je vais repasser sur mes slides. Donc, tu repasses sur tes slides. Peut-être une petite question. On nous demande si le chiffrement poserait un problème si on a une VM qui est déplacée, par exemple, sur un autre SX. Alors, est-ce que ça pose problème, c'est ça? Ouais. Je n'ai pas entendu le début de la question, pardon. J'ai entendu SX, VM déplacé, mais je n'ai pas le début. Donc, dans l'installation, tu as montré qu'on pouvait chiffrer le disque complètement. Et la question étant, est-ce que si cette VM est déplacée d'un ESX à un autre, donc d'un hyperviseur à un autre, est-ce que ça pose problème? Alors, on peut re-enrôler le TPM. Donc, c'est ce qui va se… De toute façon, le système va re-enrôler le TPM à chaque fois qu'il y a une mise à jour du kernel, des choses comme ça. Donc, ça, c'est fait de façon automatique. Donc, si on déplace… je ne suis pas un spécialiste SX. Je pense que le TPM, dans le cas de la virtualisation en général, le TPM est virtualisé. Donc, ce n'est pas le TPM du serveur lui-même qui est exposé, mais c'est un TPM virtualisé. Et donc, dans ce cas-là, il suit en fait avec la VM. Moi, c'est le cas, en tout cas, moi, quand je fais, j'utilise pas ESX pour mes virtualisations, j'utilise KVM, QEMU, ce qu'on fournit dans SLES. Donc, c'est le cas avec KVM et QEMU. Je pense que ça doit être la même chose pour ESX, mais voilà, je ne suis pas un spécialiste ESX. Le plus souvent, moi je connais de ce qu'on fait aussi, on utilise un virtual TPM et cette partie-là, les clés, même les clés du FI ou des choses comme ça, sont stockées dans un volume et le volume se trimballe avec la machine virtuelle. Donc voilà. Normalement, il n'y a pas de souci. OK. Alors, on a parlé d'Agara, de l'installeur. Donc maintenant, on a un système déployé. Ça serait bien de pouvoir un peu le manager. Donc pour ça, maintenant, on propose Cockpit, que vous avez peut-être déjà utilisé. Il y a beaucoup de choses qui sont en commun avec Agama. Donc c'est une interface web, pareil, utilisable depuis un peu n'importe où. Donc ça nous permet de manager le système même à distance, sans avoir installé quelque chose sur le système distant. On voit tout. Bon, ça, c'est les interfaces web récentes. On n'a pas besoin de cliquer sur Refresh dans votre navigateur préféré. On peut utiliser Cockpit en parallèle de tout le reste. Donc, si vous utilisez Ansible, vous pouvez toujours utiliser Ansible. Si vous utilisez SSH, là, il n'y a aucun souci. Et donc, c'est utilisable à la fois par des administrateurs débutants et par n'importe toutes les personnes expérimentées. Donc, on n'a pas essayé de réinventer la roue, donc ça utilise beaucoup des couches existantes du système. Et quand il n'y a personne de connecté sur Cockpit, en fait, il ne tourne pas ou il s'éteint tout seul. Donc voilà, j'ai aussi une petite démo. Mais avant ça, ce que nous, on a fait, Cockpit, c'est un projet communautaire. Nous, on a développé des modules Cockpit supplémentaires avec la version 16.0. On a développé 3 modules. Un module pour pouvoir installer des packages une fois que le système est déployé. Un module pour gérer les repositories. Et également un module pour tout ce qui est l'abonnement, la souscription, pour pouvoir interagir avec SUSE Customer Center ou RMT. Donc ça, c'est les 3 modules qu'on a créés pour la 16.0 et on est en train de créer pour la prochaine version de la 16.1 de nouveaux modules en se basant aussi sur les retours, sur des choses qui manquent, etc. Donc voilà, ça c'est un écosystème qui s'étend et qui continuera de s'étendre. Donc on va faire une démo. Je regarde un petit peu le chrono, on a encore du temps. Donc j'ai le choix, soit je fais une démo avec enregistré, ou je peux aller directement sur une VM. Donc je vais être kamikaze. Alors on va aller directement sur une VM qui tourne sur mon système. Le temps que je fasse la bascule, est-ce qu'on a un deuxième sondage, je crois. Oui, deuxième sondage. Alors, si vous utilisez déjà une distribution Linux autre que SUSE,
On ne vous juge pas. Qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce que c'est de couleur rouge? Est-ce que c'est de couleur bleue? Est-ce que c'est de couleur marron? Est-ce que c'est de couleur... on ne va pas dire de couleur, on va dire est-ce que c'est une spirale ou est-ce que c'est autre chose? Ah, ça se... Moi, je vois les résultats un petit peu... Alors, on est à plus que 100%, hein, donc on voit que il y a différents... Les gens n'utilisent pas une seule couleur de distribution. OK, donc là, c'est terminé. Donc, je peux vous dire qu'on a... c'est un beau kaléidoscope de couleurs, un bel arc-en-ciel. On a de la spirale, on a du marron, on a un petit peu de bleu, pas beaucoup, et on a un peu de rouge. Donc, voilà. Merci. Alors, maintenant, on passe sur Cockpit. Alors là, je me suis déjà connecté. Donc là, ce que je vous disais, j'ai une VM où j'ai un SLS16 qui est installé. Et là, je me suis connecté en tant que simple utilisateur. Je ne me suis pas connecté en tant que root. On ne peut pas se connecter directement en tant que root sur Cockpit, pour des raisons de sécurité aussi. Pareil, après, on peut demander à devenir utilisateur. Là, c'est mon premier. Alors là, je vous l'ai mis en français. J'ai été gentil. Donc là, on se connecte et on voit déjà ça. Donc, on voit un petit peu la santé du système. Donc là, il n'y a pas grand-chose qui tourne, c'est normal. C'est une VM, on voit ici, et un petit peu tout ce qui est clé SSH et tout ça. Et puis, on voit, c'est une VM que j'ai démarrée ce matin, juste pour l'occasion. Donc, elle est un petit peu, elle doit avoir quelques jours, quelques semaines, je ne l'avais pas démarrée. Donc, on voit ici qu'il y a des mises à jour de sécurité qu'il faudrait faire. Donc, on va cliquer. Et puis, on voit que là, j'ai 3 mises à jour de sécurité qu'il faudrait que je fasse. Donc, hop, on va lui dire, vas-y, hein, fais ton travail. Et là, il va m'installer, il va télécharger les packages. Moi, je peux faire autre chose pendant ce temps-là. C'est pas grave, hein, il va faire son travail. Et puis, on va en profiter pour regarder un petit peu ce qui se passe, ce qu'on peut faire avec Cockpit. Donc, avec Cockpit, on peut accéder aux journaux. Alors là, on ne voit rien. Vous allez dire, mais non, c'est pas normal, je devrais pouvoir voir mes journaux. On ne voit rien parce que là, je suis connecté en tant qu'utilisateur simple. Donc, on va se connecter en tant qu'admin. Hop. Donc, ah non, là, je ne suis pas connecté en tant qu'admin. Pardon, j'étais déjà passé admin. Donc, on ne voit rien parce que j'avais tout filtré, en fait. J'avais tout filtré. Donc, là, je lui ai demandé, j'avais aucune erreur sur ma VM. Mais en voyant tout, là, on voit justement notre mise à jour qui vient de passer. Et puis, on peut monter tout ce qui a pu se passer. On peut faire de la recherche facilement. Parce que là, forcément, les logs, on peut voir les logs qui viennent de Cockpit, qui viennent de PackageKit, qui viennent du kernel. Ça, c'est l'install de package, etc., etc., etc. Donc, on peut tout filtrer assez facilement. Voilà, par exemple, si je veux que les logs qui viennent de audit, là, j'en ai pas. Si, parce que, hop, si je veux les logs de Cockpit, par exemple. Donc, comme ça m'avait dit, j'ai oublié. Ah oui, c'est parce que ici, je veux tout. Et là, je veux Cockpit, par exemple, ou audit. Voilà, audit. Il n'y a rien qui va au niveau du audit. Voilà, bon, ça c'est une petite façon d'accéder au log, donc le journal de système D. Au niveau du stockage, hop, on peut voir un petit peu l'état de mon système au niveau stockage. Donc ici, on est sur un disque virtuel, Virtio, les différentes partitions. Alors là, on voit tous les volumes, sous-volumes BTRFS, tous les snapshots. Et puis l'état d'utilisation. On voit si on a SmartCTL qui tourne, SmartD, s'il y a des petites choses qui remontent. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Et au niveau utilisation du disque en temps réel. Au niveau réseau, donc là c'est pareil. Nos interfaces réseau, bon là c'est une VM simple, donc j'ai mis une seule interface. Le pare-feu, si on a besoin, on utilise toujours FirewallD au niveau pare-feu. Donc par défaut, comme j'avais mis une clé SSH, j'ai ouvert SSH, et puis on a Cockpit qui est ouvert, et c'est tout. Après, vous pouvez manipuler à partir de là.
Et pareil, on a nos logs qui sont associés. Et puis après, si on voulait rajouter un VPN, un pont, un VLAN, on peut faire ça depuis Cockpit. Au niveau des comptes, donc j'ai mon utilisateur Tux et puis j'ai root. Par défaut aussi, ça c'est une chose qui change à partir de SLES 16. On utilise le groupe, un groupe qui s'appelle Wheel. Et associé à ça, on a une politique de sécurité pour sudo et pour Polkit qui est un petit peu différente de ce que vous pouviez avoir en SLES 15. C'est-à-dire que si un utilisateur fait partie du groupe Wheel, quand vous voulez devenir root, donc quand vous faites un sudo ou quand vous utilisez Polkit, on va vous demander les identifiants de l'utilisateur et non pas les identifiants root. Par contre, si c'est un autre utilisateur qui essaie de faire ça, on va demander les identifiants root. Et une dernière chose, c'est que sous Agama, le premier utilisateur qui est créé va être automatiquement rajouté dans le groupe Wheel, donc pour qu'il puisse élever ses privilèges en tant que root plus tard. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Après, vous pouvez changer ça, bien sûr, directement. On voit tous les groupes ici. Bon, voilà. Dans Wheel, GTux, par exemple. Et puis, un truc qui est en général très utile, voir une vue de tous les services systemd, parce que c'est quand même, de nos jours, les 6 init, c'est un peu fini, on est tous passés à systemd. Donc, là, vous pouvez accéder à chaque service, vous pouvez voir ceux qui tournent, s'il y en a qui ne sont pas activés, vous pouvez en démarrer certains. Voilà. Vous avez les logs qui sont associés, ça c'est très pratique. Les dépendances, qui démarre quoi, pourquoi est-ce qu'un tel est démarré, pouvoir désactiver un service, redémarrer, arrêter, etc. Donc ça c'est super pratique. Voilà. Au niveau des choses qu'on a rajoutées, donc il y a ce qu'on appelle des applications, en fait c'est plutôt des groupes, des patterns, des groupes de packages. Donc ça c'est des applications, mais c'est des applications de Cockpit. En fait c'est pour que Cockpit, c'est un système modulaire. Si vous, par exemple, vous avez un Cockpit, vous l'avez déployé et vous ne voulez pas qu'il soit capable de gérer le réseau ou les packages, vous pouvez enlever cette application-là et la partie package ici, elle ne sera plus disponible. Ça, c'est à l'utilisation de chacun. Voilà, mais ma mise à jour de package a réussi. Donc, il me dit, pour ces packages-là, ça serait bien de redémarrer parce que dans la liste de ce qui avait été mis à jour, il y avait les policies SE Linux, et pour que ça soit pris en compte, ça, il faut redémarrer. Mais on ne va pas le faire là. Cockpit vous permet de voir également tous les packages installés sur votre système. Donc, on peut les installer directement. On peut voir, et si on a besoin d'en installer d'autres. Alors là, il est un petit peu lent. C'est ma VM. Voilà. J'ai peut-être pas mis à jour. Non, je pense qu'il est un petit peu lent. Ça, c'est ma VM qui est... je pense que je sature un petit peu mon réseau aussi avec la présentation. Les repositories, les voilà. Donc là, c'est par exemple les repositories par défaut qu'on a sur une SLES. Pour les utilisateurs de SLES 15, vous avez dû vous apercevoir, vous dites, mais il ne manque pas des choses là, parce que d'habitude, on en avait plein de repositories différents. On a simplifié les choses en SLES 16. On avait le concept de module en SLES 15. On a tout refusionné directement dans le repository principal. On est quand même capable d'avoir des cycles de vie différents pour une partie de la stack logicielle, mais on fait ça directement avec un seul repository. SE Linux, ça je vais en parler dans mes slides, mais très vite. On est passé à SE Linux, on ne supporte plus apparemment. Donc voilà, et donc à partir de là, on peut voir s'il y a des alertes SE Linux. Et je vais terminer juste pour vous montrer que dans Cockpit, on a quand même accès à un terminal si on a besoin. Donc, voilà. Alors, je vais repasser sur mes slides. J'en profite pour les petites questions. Continuer. Benoît, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Est-ce que tu m'entends? Oui. Ok, super. Donc, je pense qu'il y a une question, je ne sais pas si tu en parles après, pour la partie déploiement de la machine. Donc, tu sais, avant, on avait AutoYast et on avait des fichiers auto-install, des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui a changé.
Alors, bien. oui, j'en ai un petit peu parlé. Donc, pour le déploiement, donc on utilise Agama, en fait, gère une compatibilité partielle sur les profils Autoyast. Pas totale, parce qu'avec Autoyast, on pouvait faire tout et n'importe quoi. Mais globalement, la plupart des options sont gérées. Toc, toc, toc. Voilà, donc ça, c'était ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ouais, et donc la question derrière ça, c'était que dans le Linux Manager, j'imagine qu'on fait aussi de l'auto-installation avec Cobbler. Et donc, voilà, donc quand Slash 16 sera supporté, ce sera géré également, il n'y a pas de souci. Oui. Oui, ça sera géré. Les équipes de Multi-Linux Manager, on travaille main dans la main là-dessus. Et ça tombe bien. En plus, Ok, tant mieux. MLM, c'était pas voulu. Hein. C'est directement dans mon slide d'après. Donc, oui, donc ça sera géré. Au niveau config management, j'en profite et puis après, je te rends la main, Benoît. Donc, on supporte Ansible, ça fait partie de Slash 16. Et Salt, là, ça sera uniquement, c'est supporté dans le cadre de Multi-Linux Manager. Voilà. On a beaucoup bossé pour fournir des composants dans Ansible pour gérer l'OS directement, au niveau SAP aussi pour déployer les applicatifs SAP. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Je te redonne la main, Benoît. Ouais, et une petite question sur la partie CIS, mais bon, je pense que la question, elle peut être généralisée à la partie hardening finalement. Est-ce qu'on aura la possibilité de choisir un standard de conformité au niveau de Slash 16? Je sais que pour Slash 15, on a des choses dès l'installation, on peut dire que je veux être stick par exemple. Est-ce qu'on a des choses de prévues comme ça sur la 16? Alors, pas pour l'instant, parce que en général, ça c'est plutôt quelque chose qu'on veut déporter maintenant en dehors de l'installation en elle-même, mais après pour ce qu'on appelle le config management, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué, Agama est beaucoup plus resserré dans ce qu'il propose. Et en général, l'application de standard de conformité, CIS, TIG et tout ça, c'est pas juste d'installer des packages, c'est de configurer le système d'une certaine façon. Et ça va être quelque chose sur lequel on va plutôt travailler avec les configurations management. Mais pour l'instant, c'est pas encore là. Potentiellement, ça fait bien le lien avec ça, où on pourrait auto-configurer ça via du Ansible ou des choses comme ça. Exactement. Ok, alors, je vais accélérer un petit peu parce que je vois que l'heure tourne. Donc, pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui utilisent Slash 15, là, vous êtes sur des charbons ardents, vous êtes en train de dire, mais oui, mais moi, je veux passer à Slash 16. Alors, est-ce que ça va être possible? Oui. On gère la migration de Slash 15 à Slash 16. La différence, c'est que pour la 16.0, on supporte la migration qu'à partir de la Slash 15 SP7. Tout simplement parce qu'on sait que traditionnellement, beaucoup de nos clients ont tendance à rester sur une version majeure, et le saut vers d'une version majeure à la suivante, c'est plutôt pour des choses pour des clients qui sont un peu plus agiles, ou du moins, pas forcément agiles, mais qui veulent les nouvelles technos. Un certain nombre d'entre vous peuvent vouloir sont très contents avec leur Slash 15, n'ont pas vraiment envie d'en changer pour l'instant. Donc, on a préféré se focaliser d'abord sur la migration Slash 15 SP7, qui est le dernier service pack, donc sur des installations assez récentes de Slash 15. Et puis, les prochaines versions mineures de Slash 16, on permettra la migration depuis Slash 15 SP6, par exemple. Et on va voir si on permet des migrations depuis des versions encore plus anciennes, ou alors sinon, il faudra juste faire des sauts au niveau du 15, donc d'un service pack à service pack 7 ou 6, et après, vous ne pourrez pas basculer.
Au niveau de la migration, une chose qui change aussi par rapport à SLES 15, si vous avez fait une migration de SLES 12 à SLES 15 par exemple, vous aviez utilisé YAST pour faire la migration. Ben, ça change. Là, on utilise un nouvel, c'est pas un nouvel outil, c'est un outil qui existait déjà, qui s'appelle Distribution System DNS, pardon, Distribution Management System. Sorry. Pardon, je vais éviter de me mélanger entre l'anglais et le français, qui était uniquement utilisé pour les instances public cloud. Là, c'est un système qui s'installe d'abord sur le système A, qui s'installe sur l'OS 15, qui va faire un certain nombre d'opérations pour vérifier est-ce que la migration est possible avant de toucher à l'OS en lui-même, qui va faire quelques ajustements, qui va ensuite redémarrer l'OS et va faire la migration de façon totalement automatique. Il n'y a pas à cliquer nulle part, ça se fait totalement automatiquement. C'est une migration qui est faite, on dit hors ligne, c'est-à-dire que tous les applicatifs ne vont plus fonctionner le temps de la migration. Donc, si vous avez une base de données, elle va être arrêtée. On ne fait pas ça pendant que l'OS est en train de tourner, parce que sur une migration majeure, ça serait beaucoup trop dangereux. Voilà. Et puis, MLM va supporter aussi de gérer cette migration de 15 à 16. Voilà. Et alors, on a encore un petit peu de temps, donc j'en avais parlé tout à l'heure. Quelles sont les nouvelles versions de plein de composants? Alors, je ne vais pas faire un inventaire à l'après-vert, mais bon, je peux déjà vous dire que le kernel, c'est la version 6.12, la glibc 2.4. Et puis, bon, après, je ne vais pas non plus vous lister tout ce qu'il y a sur cette liste-là, parce que ce n'est pas très intéressant. Vous avez une liste complète sur le site du Customer Center de SUSE, scc/suscom/packages. Là-dessus, vous avez la liste de tous les packages, de toutes les versions de chaque package pour toutes les versions de SLES. Donc, je vous encourage à aller regarder là-dessus. Par contre, ce qui est plus important, c'est qu'est-ce qui change au niveau technologique. Au niveau des changements d'implémentation, on avait le serveur DHCP de ICS. Ça, c'est un serveur qui est maintenant déprécié par leurs auteurs. L'ICS, maintenant, il conseille KEA. Donc, on bascule là-dessus. Le KEA est déjà disponible en CS15 SP7. Donc, même si vous êtes en 15, faites la migration dès maintenant. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Au niveau firewall, donc Firewall est toujours notre gestionnaire de firewall, mais en dessous, sous le capot, on passe de IP table à NF table, qui est maintenant le nouveau standard utilisé partout. Redis, on est passé à Valky. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. On est passé sur un projet communautaire où beaucoup de monde peut contribuer. Au niveau technologie graphique, Xorg, le serveur Xorg n'est plus supporté. On est passé à Wayland au niveau technologie graphique. Alors, ça ne veut pas dire que les applicatifs X11 ne sont plus supportés. Ils fonctionnent comme avant. Ils continuent à fonctionner. Il y a une couche de compatibilité qui s'appelle X-Wayland. C'est simplement que l'affichage sur la machine, c'est plus géré par un serveur X. C'est géré par Wayland et par GNOME, puisqu'on utilise GNOME pour ça. Au niveau, donc on a ce que j'ai déjà dit, hein, on a fait un peu de ménage de printemps, et on a fait aussi, on installe moins de choses. Si on peut, on installe moins de choses par défaut. Parce que si vous installez moins de choses, votre serveur est moins vulnérable, bien entendu. Alors, dans les technologies qui sont supprimées, Nice est supprimé parce que c'est quelque chose qui... tout le monde est en train de passer ou est passé à LDAP. On vous conseille de passer à LDAP. En plus, avec le passage en 2038, c'est un cauchemar. Donc, voilà. Donc, c'est plus supporté à partir de SLES 16. Le support des applicatifs 32 bits, alors quand je dis 32 bits, c'est 32 bits sous-entendu sous Intel AMD. Donc, on ne supporte plus les applicatifs, on ne fournit plus d'applicatifs 32 bits en fait.
Le kernel Linux, lui, il peut encore exécuter des binaires 32 bits, mais même ça, c'est désactivé par défaut. Vous pouvez l'activer, mais il faut que ça soit des binaires statiques. Sachant que c'est le 32 bits sur Intel, comme je vous disais, c'est une bombe à retardement pour 2038. Donc, il faut vraiment passer sur quelque chose en 64 bits. Sysinit, les init-scripts, c'est plus supporté nativement. Il faut passer par des fichiers de configuration systemd. De nos jours, ça ne devrait plus trop poser problème. Network Manager remplace Wicked pour la gestion du réseau. Maintenant, on commençait à supporter le Network Manager pour le desktop en 16.15. Maintenant, c'est aussi pour le serveur. Et c'est le seul gestionnaire de réseau qu'on supporte pour 16. Bien sûr, lors de la migration 15 à 16, on se charge de migrer la configuration. À part mort, c'est pareil. On passe à SE Linux. C'est un peu le standard de marché. On a beaucoup investi, on continue de beaucoup investir pour les politiques de sécurité SE Linux. Par défaut, quand vous installez une SLES, vous avez un SE Linux qui est en mode renforcé et qui ne va pas vous faire des alarmes dans tous les coins. Parce qu'on ne veut pas que la première chose que vous fassiez quand vous installez une SLES, c'est désactiver SE Linux parce que ça casse tout. Donc on a fait en sorte que ça casse pas tout. Xen, on arrête. On passe uniquement, le seul hyperviseur qu'on supporte dans SLES en tant que hôte, c'est KVM. Et X11, j'en ai parlé, on est passé à Wayland. Donc je viens de le dire, on supporte uniquement KVM en tant qu'hyperviseur, en tant que hôte. Xen, on ne le supporte plus. Et l'hyperviseur est inclus à la fois dans SLES for SAP et dans SUSE Linux Micro. Et on est en train de travailler avec nos amis de chez SAP pour valider KVM pour les workloads. Les workloads KVM, c'est prévu pour 16 points. Au niveau desktop, donc il n'y a que des fonctionnalités, on va dire, un peu plus de base dans les produits serveurs, le produit serveur. On a une interface graphique complète quand même. Hein. On a un navigateur web pour que vous puissiez accéder à Cockpit, à Gamma, mais on ne fournit plus de logiciels, on va dire, de productivité. Une suite bureautique, LibreOffice, Thunderbird, c'est plus fourni, c'est plus supporté par SUSE. Ça reste disponible via Package Hub, mais ce n'est plus supporté, on ne fournit plus de support pour ça. Au niveau technologique, ce qui est fourni, c'est GNOME 48 avec en Wayland et on continue à supporter les interfaces, les applicatifs X11. J'ai plus beaucoup de temps, mais juste un petit mot. Au niveau des fichiers de configuration dans /etc, si vous comparez un système 16 et un système 4, vous allez vous dire, mais il manque plein de choses. Où est-ce qu'ils sont passés? Alors, on utilise ce qu'on appelle un hermétique USR ou USR ETC, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les fichiers de configuration par défaut, ils restent dans /USR, si possible, pour la plupart des packages. Et uniquement s'ils ont besoin d'être modifiés, la copie modifiée va être dans /etc, ce qui nous permet de, si vous ne les modifiez pas et qu'il y a une mise à jour, vous bénéficiez automatiquement des modifications. Et si vous avez besoin de les modifier, quand c'est possible, on essaie d'utiliser des sous-répertoires, ce qu'on appelle des droplets, c'est-à-dire des sous-répertoires avec .d à la fin du nom du répertoire. Je vais prendre un exemple, SSH. Si vous voulez modifier la configuration de votre serveur SSH, vous voulez d'aller éditer /etc/sshd.conf. Vous allez faire un répertoire /etc/ssh/ssh/d.d et là-dedans, vous allez mettre des fichiers .conf avec juste le petit bout que vous voulez changer. Ce qui va permettre d'avoir une fusion des fichiers de configuration entre la configuration système et vos modifs. Donc, quand il y a une mise à jour, vos modifs, vous êtes sûr qu'elles sont appliquées et vous ne perdez pas les nouvelles configs qui viennent par les packages. Voilà, donc ça, c'est pour qu'il y ait moins de fichiers RPM-save, RPM-new. Voilà. Et par exemple, des packages qui utilisent ça, ça va être SSHD ou sudo. L'authentification, j'en ai parlé pendant ma démo à Gamma et Cockpit. Donc, sudo, on
utilise sudo et le premier utilisateur créé va être dans le groupe will, donc il sera demandé votre mot de passe utilisateur et non pas votre mot de passe route. SSH, j'en ai parlé également, on n'autorise pas par défaut de se connecter en route rien qu'avec le mot de passe. On fournit toujours des images pour le cloud public, donc les gros Google, Amazon, Azure, etc. On est passé à BTRFS aussi comme file system sur ces images et on continue de fournir les interfaces en ligne de nos chers partenaires. On a fait en sorte d'avoir un système qui nous permette de les fournir plus rapidement parce qu'ils ont tendance à mettre à jour leur stack de management très très souvent. Voilà, et les images pour SLS ou SAP sont renforcées par défaut. Voilà, il me reste plus de temps, mais on va quand même en prendre s'il reste des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Benoît. Eh ben, merci Fred. On a répondu à pas mal de choses. Il y avait juste une petite question OpenSUSE qui peut être intéressante à traiter. Donc, comme la 15, je pense, vous pouvez utiliser OpenSUSE Leap 16 qui permet en quelques commandes de basculer vers /16. Et donc, vous pouvez aussi vous faire la main sur la version communautaire, puis basculer sur la version entreprise afin de bénéficier de support, de maintenance et de beaucoup d'autres choses. Tout à fait. Et juste pour ajouter à ça, vous pouvez bien sûr aussi télécharger la version d'évaluation de /16 directement. Vous avez, je ne sais plus combien, si c'est un mois ou 3 mois d'évaluation, donc vous avez accès aux mises à jour, etc. Voilà. Mais sinon, OpenSUSE Leap 16.0, c'est le même, on partage une grosse partie des binaires de SLES là-dedans. Voilà. Il n'y a absolument aucun souci. Ça ne change pas par rapport à les versions 15. Et je n'ai pas eu la question, mais comme tout le monde parle d'intelligence artificielle, est-ce qu'on a quelques mots à dire sur la partie AI dans SLES? Je vais me faire taper par mes chefs parce que j'ai oublié ce transparent. Oui, alors, non, mais tu as raison de me le rappeler. On est la première distribution, je pense, une des premières distributions à fournir un support avec des serveurs MCP. Donc, pour les personnes, je vais faire très court, pour les personnes qui ne sont pas trop versées dans tout ce qui est LLM, IA et compagnie. En fait, on propose dans SLES des serveurs qui permettent en fait de connecter les données d'information, des données d'un serveur SLES pour qu'une IA tierce, donc ChatGPT, on va dire Mistral, parce qu'on est en France quand même, par exemple. Mistral gère les MCP aussi. Pour qu'une IA puisse en fait interroger une SLES et éventuellement la piloter. Donc, on ne fournit pas l'IA en tant que telle, mais on fournit des API, en fait. C'est à ça que sert le MCP, c'est une API un peu standardisée. Donc, un LLM va se connecter, on va lui dire de se connecter sur le serveur MCP qui tourne sur une SLES, et il va être capable de demander qu'est-ce que tu sais faire. Et le serveur MCP va dire moi je sais faire ça, je peux te dire quelle est la mémoire disponible, quels sont les packages disponibles, etc. Et après, le LLM va être capable d'envoyer éventuellement des ordres à la SLES via ce serveur MCP. Donc ça, on a intégré ça dans SLES 16 et on va continuer de rajouter des choses au fur et à mesure des versions mineures. Donc on peut, sans que ce soit de la science-fiction, c'est vraiment une réalité, brancher notre LLM. Alors si on n'est pas un LLM hosté quelque part, avec notre LLM en local, on pourrait aussi dire donne-moi tous mes serveurs qui ont peu de RAM. Et après, les serveurs, ils ont peu de RAM. Est-ce que tu peux m'aider à trouver ce qui bouffe toute la RAM? Comment je pourrais optimiser telle ou telle chose? Donc, on va pouvoir, comme ça, avoir un assistant qui nous aide à administrer nos serveurs de manière
assez importante. Je crois qu'on a aussi des plans pour pouvoir générer un peu à la demande du playbook Ansible pour faire de l'automatisation. Et il y a pas mal de choses qui arrivent dans l'ensemble des produits chez SUSE. Notamment, on parlait de SUSE Manager. J'ai eu pas mal de questions aussi autour de SUSE Manager. Finalement, on va avoir aussi un serveur MCP pour SUSE Manager qui permettra, toujours depuis notre petit LLM, de dire tous mes serveurs qui sont gérés par Multi-Linux Manager, il faut que j'arrête de l'appeler SUSE Manager maintenant, mais tous mes serveurs qui sont gérés par Multi-Linux Manager, donne-moi la liste de ceux qui sont vulnérables à tel CVE, et puis il va me retourner tous les serveurs qui sont vulnérables à la CVE que je lui ai donné. Puis après, on va pouvoir lui dire, est-ce que tu peux me patcher tous ces serveurs-là samedi soir à 2 h du matin? Et puis il va vous répondre, bien sûr, j'ai planifié tout ça pour vous. Donc, c'est intéressant puisque ça nous donne vraiment une interface standardisée pour discuter avec des systèmes. Et donc, nous, ce qu'on vous livre, c'est ce fameux serveur MCP qui va vous permettre de brancher votre LLM à ce serveur-là pour aller discuter et faire des actions dans les outils. Donc, c'est tout à fait. Ouais. Sympa. Et je me permets de rajouter, c'est là que c'est important aussi d'avoir des technologies dans la distribution qui sont des technologies du marché, parce que maintenant qu'on s'est basé sur Ansible, vous pouvez être certain que vos LLM, ils vont connaître Ansible sur le bout des doigts. Donc, nous, on fait en sorte d'avoir des rôles Ansible customisés pour SLES, mais après, si votre LLM, justement avec le serveur MCP qu'il y a dans SLES en option, vous lui dites, fais des choses, mais fais-le avec Ansible, il va être capable d'avoir, dans son corpus, il aura beaucoup d'informations sur comment est-ce qu'on utilise Ansible. C'est ça qui est très important de suivre ce qui est utilisé dans l'écosystème Linux en général. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, en tout cas, plus de questions. Vous avez encore 10 secondes si vous avez une dernière question. Parce que je sens que je suis le dernier rempart entre vous et le déjeuner. Donc, pour les gens qui sont en direct. Non, plus de questions. Donc, je vous remercie déjà Frédéric de nous avoir abreuvé d'autant d'informations. Et puis, c'était très clair. Merci Frédéric. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour vos questions. Et puis, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, n'hésitez pas, vous savez où nous trouver. Donc, on est présent de manière communautaire aussi sur les outils classiques. Et puis, via les canaux de communication aussi, SUSE. Donc, voilà, benoît.loriot@suse.com. Si vous avez des choses, et puis si vous êtes déjà suivi par des gens chez nous, n'hésitez pas à contacter n'importe quelle personne de chez SUSE pour toutes les questions que vous avez. En vous souhaitant un très bon appétit, une belle journée et à bientôt. Au revoir. Merci Fred.